Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Nous sommes le 20 janvier et ce soir, eh bien, c'est un live particulier qui est parti d'une... Bonsoir, bonsoir, merci à vous de vous connecter sur ce compte. Alors, je vous raconte un petit peu la petite histoire de cette semaine. Bonjour tout le monde, bonsoir. En fait, chose que je fais jamais, mais bon, je sais pas pourquoi. J'étais sur mon ordinateur parce que je n'ai pas de télévision et je regarde la télé à travers voilà l'ordinateur. Et cette semaine, lundi, j'ai regardé France 3. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai envie de regarder à l'heure du déjeuner pour me préparer à déjeuner. Et qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, voilà, la campagne gouvernementale de sensibilisation au syndrome du bébé secoué. Et j'ai vu ce petit reportage très court avec la vidéo qui avait été mise en ligne. Et du coup, j'ai été fouillée sur Instagram et j'ai vu qu'il y avait un compte qui était dédié à Stop Bébé Secoué. Et du coup, je les ai tagués. Et vous avez vu peut-être le post que j'ai fait pour raconter cette aventure-là. Et je m'associe évidemment à leur travail, alors que je m'associe de façon très virtuelle. Et du coup, avec Elisa, je lui ai proposé de changer notre thématique et de s'associer à cette campagne de sensibilisation. Moi, je suis très très sensible à cette idée-là parce que j'ai aussi eu ce type de... Alors, je n'ai pas secoué mes bébés, mais j'ai eu ce type de pensée, voilà, à travers de la fatigue et à travers mon expérience de maman. Et je me dis que c'est toujours bien de pouvoir donner des informations, de évidemment pas culpabiliser, ni stigmatiser, ni pointer du doigt, voilà, parce je commençais à faire le post et Stop Bébé Secoué m'a dit bonjour, lors de vos échanges, il sera primordial de rappeler que dans les faits, les mamans surmenées, donc bien souvent, ne passent que très peu à l'acte. Je lis le texte qu'elle m'a écrit. Les chiffres donnés par la Haute Autorité de Santé font état d'hommes secoueurs dans 70% des cas. 20% seraient des assistantes maternelles contre seulement 10% des mamans. Alors, je ne sais pas si dans les 20% des assistantes maternelles, il y a aussi des babysitters, parce que ça peut aussi arriver. Après, moi, je ne fais pas de stat de la Haute Autorité de Santé, mais je reprends ce qui est écrit sur mon compte, donc vous irez regarder. Il n'y a pas de portrait robot type de secoueur. Bien sûr, savoir sortir de la zone rouge du thermomètre de la colère est indispensable pour un meilleur accompagnement du bébé. Je lis tout ça parce que je mets, vous savez, les IGTV en IGTV, mais pour ceux qui n'ont pas Instagram, je le mets sur YouTube. Donc les gens, ils n'ont pas accès forcément à ces choses-là, et donc je préfère que ce soit enregistré dans la vidéo. Et du coup, après, je réponds, et donc Stop Bébé Secoué me répond en me disant, effectivement, les phobies d'impulsion auxquelles vous faites écho, ici, concernent beaucoup de personnes et sont finalement très tabous. D'autant qu'elle n'amène pas au syndrome donc du bébé secoué, donc SBS, et fort heureusement, sinon le nombre de victimes serait d'autant plus élevé. Voilà. Donc ceci étant posé, je fais coucou à tout le monde et du coup, je vais inviter Elisa, qui est voilà donc lancer le direct avec Elisa. On nous rejoint parce qu'Elisa, je le rappelle, elle est sage-femme et ostéopathe et donc on aime se retrouver une fois par mois sur les thématiques. Coucou Elisa. Salut! Ça Salut, va? salut. Oui, Ouais. ça va. Bon, désolée pour l'intro un petit peu longue, mais je Non, 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 préférais non, 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 il n'y a cadrer pas le de souci. sujet. J'écoutais, j'étais Ouais, sage. c'est bien, c'est bien. Et oui, alors du coup, si vous avez des questions, des envies, alors évidemment, j'ai tagué ce soir Stop Bébé Secoué. Je ne sais pas si ils nous rejoindront ou regarderont en live plus tard. Donc surtout, je vous invite évidemment à aller voir les professionnels de ce compte-là, puisque ce sont eux aussi qui sont à l'initiative aussi de cette campagne de sensibilisation. Donc, pour rendre à César ce qui est à César. Et je te remercie, Elisa, d'avoir accepté qu'on change notre thématique pour être Bah, c'est normal en même temps. cadré. C'est important de pouvoir aussi apporter une autre vision, peut-être un peu différente aussi de ce qu'on peut voir habituellement en fait, par rapport à justement ce que tu disais tout à l'heure, qui est très juste de la peur de la maltraitance aussi sur les enfants qui est assez courante et je peux le confirmer parce que j'ai plusieurs expériences aussi en en maternité, on va dire, pas forcément en salle d'accouchement, mais en maternité où la peur pour ces enfants amène à des espèces de pulsions irrépressibles qui font vraiment
insinuer le doute dans le lien avec l'enfant, et qui, si elles sont pas, c'est toujours pareil, hein, si c'est tabou et si c'est secret, en fait, c'est ça qui rend l'information toxique. Donc, la prise de parole et la libération de toutes ces peurs-là, qu'elles soient réelles ou juste dans nos croyances, parce qu'on les a subies ou parce que on a vu faire. Hein, C'est ce que j'allais dire, parce que des fois les croyances, elles sont des fois très fondées en nous en fait, et peut-être que nous sommes ou pas, mais peut-être qu'on a été petit, d'une certaine façon, soit maltraité. Et j'ai réécouté une conférence, j'ai réécouté dans mes notes hein, d'une femme qui a fait des études de neuropsychologie, etc., et qui reparlait du cerveau, du néocortex et puis de l'amygdale, etc. Et que, en fait, on dit que les enfants n'ont pas de souvenirs, mais que si, en fait, déjà intra-utérin. Et puis que ça vient avoir que la maltraitance, elle a un vrai impact sur le développement du cerveau. Hein, c'est le docteur Guéguen qui décrit ça vraiment de façon superbe dans ses vidéos et dans ses livres. Je veux dire, c'est vraiment l'infrastructure neuronale, elle va être fortement perturbée par des gros bolus de stress chez les enfants. Et du coup, nous, en tant que professionnels de santé, on est là aussi pour pouvoir aider les parents à préserver leurs enfants et ne pas reproduire ce qu'ils ont eu quand ils étaient petits ou ce qu'ils ont pu observer dans l'enfance qui les a choqués ou voilà, ou même dans la famille ce qu'on a transmis en transgénérationnel, parce que des fois c'est pas forcément des violences actées, ça peut être des violences imaginaires ou verbales ou même psychiques en fait. Et même s'il n'y a pas de passage à l'acte, dire à un bébé qu'on va l'enfermer ou qu'on va lui faire une punition qu'on ne fait pas, mais où on a l'intention, hein, c'est vraiment très très délétère pour son infrastructure neuronale. Exactement, et même dans l'intonation de la voix, parce que je ne sais pas si ceux qui nous suivent ont vu ce petit clip-là, parce que j'ai regardé sur le compte de Stop Bébé Secoué, parce qu'il y a ce petit clip et je l'avais mis justement en story. On voit, c'est très chaste, hein, parce qu'on voit juste le babyphone avec la voix du papa off qui s'énerve sur le bébé et qui dit des choses qui peuvent paraître complètement anodines, mais dans l'énergie qui est dispensée dans ces mots-là, je veux dire, ça fout le poil, quoi. Et le bébé, forcément, il est témoin de ça, même s'il n'est pas secoué, comme me le fait préciser Stop Bébé Secoué, qu'encore on passe pas à l'acte tout le temps. Énergétiquement, émotionnellement, il y a des traces. Donc, c'est important aussi d'aller regarder, quoi. Et puis, le fait de pouvoir en parler aussi, ça va être très important parce que soit les parents qui ont peur de passer à l'acte, soit les parents qui ont déjà passé à l'acte, pour même s'il n'y a pas de séquelles, même s'il n'y a pas en fait, le fait de savoir que c'est possible de trouver des petites choses qui vont vraiment éviter justement d'être dans cette dynamique-là avec son enfant, c'est vraiment un premier pas vers la bientraitance des enfants, quoi, en fait. C'est ça. Et lever le tabou, c'est aussi reconnaître qu'on peut aussi. C'est pour ça que j'aime bien m'adresser à tout le monde. Je sais que c'est un peu délicat parce qu'il y a plein de femmes là qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont des jeunes femmes. Il y a peut-être aussi des femmes qui ont déjà des enfants qui ont grandi. Je pense que c'est important de responsabiliser chacun par rapport. Je vais référer aussi à ce live qu'on a fait sur le postpartum, puisqu'on n'a pas évoqué le bébé secoué, mais on a évoqué la fatigue et la fatigue psychique, mentale, psychologique aussi, dans lequel certaines femmes peuvent se trouver dans un désarroi terrible. Alors encore une fois, je redis qu'il n'y a que 10% des mamans qui secouent. Mais au-delà de tout ça, puisque ce soir, c'est pas que de secouer, c'est aussi d'avoir ces genres de pensées. Et comme le dit très bien, Stop Bébé Secoué, c'est les phobies d'impulsion. Mais même une impulsion d'avoir envie de penser quelque chose,
Je pense sincèrement que ça nous est quasiment tout arrivé. Bah oui. Parce qu'on ne pense pas à mal dans ces moments-là. Au départ, il y a de la bienveillance. Je veux dire, voilà, on n'est pas maltraitant de naissance, mais on est acculé dans une situation qui nous fait, d'une certaine façon, disjoncter parce on est poussé à l'extrême. Alors du coup, je vais dégainer mes fleurs de bac. Moi, je sais que tu les connais bien maintenant, mais au début, ça peut être juste de l'impatience, tu vois, de l'irritabilité, de l'énervement. Et on se dit, bon, voilà, tu vois, je vais répondre avec impulsion parce que ça va pas assez vite ou que l'enfant s'endort pas assez vite ou il ne se tait pas assez vite ou tu vois, voilà, ça peut être sur un truc assez soft. Moi, je proposerais aussi même carrément d'avoir du rescue. Je sais pas ce que tu en penses, mais nous, à la maternité, on avait le rescue facile. Donc, c'est vrai que pendant toute la grossesse, pendant toute la fin de la grossesse et les premiers 15 jours du postpartum, le rescue à la brouette, quoi. Vraiment, il faut pas hésiter parce que en même temps, c'est physiologique. Cette perte de repère pour la maman, elle va lui permettre de se mettre au diapason du bébé. Mais du coup, ça peut être hyper troublant et déstabilisant d'avoir l'impression de plus être vraiment soi-même. Donc, en fait, quand on sait plus qui on est, ben, on est en situation de stress de survie entre guillemets. Hein. Et du coup, ben, ça nous fait vraiment arriver à des réactions qu'on ne maîtrise plus. Donc, si on n'est pas un minimum étayé et supporté, ou si le papa est pas là pour prendre le relais quand il voit que ça chauffe ou que ça commence à monter et que c'est difficile, eh ben, je pense que surtout que il y a plein de femmes aujourd'hui qui pensent que ben, le fait d'avoir travaillé sur elles, ça leur permet d'avoir déjà bien décortiqué pas mal de trucs dans leur émotionnel. Et en fait, on se fait rattraper et pendant la grossesse et pendant l'accouchement. C'est le mot que j'allais employer, Elisa. On se fait rattraper. Ouais, c'est ça. Et ouais, faut être humble aussi, tu vois. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on travaille sur soi qu'on n'est pas fragilisé avec justement, je pense qu'on est vraiment au cœur du développement personnel. C'est du quotidien, le développement personnel. C'est pas d'être perché dans un coin où justement les enfants sont en vacances ou ils font dodo et que je fais mon yoga loin d'eux en fait. Le développement personnel, c'est quand ils font chier, quand ils crient, ça. Et quand on est fatigué. C'est ça le développement personnel. C'est ça la vraie spiritualité, tu vois. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais non, mais t'as raison. C'est vraiment ça, quoi. C'est aussi simple que ça et en même temps tellement difficile de pouvoir intégrer que bah, finalement, plus on va aller au cœur de soi et plus on va se laisser déstabiliser à ce moment précis, parce que l'arrivée d'un bébé, ça nous remet en face de notre arrivée dans le monde, dans le ventre de notre mère, et aussi notre naissance, notre phase du postpartum. Il faut pas oublier que pour plein de générations, ça a été vraiment compliqué. L'arrivée des bébés, par exemple, il y a encore quelques générations, on disait il faut absolument pas donner à manger aux enfants les premières 48 heures ou le colostrum, on donnait pas de colostrum aux enfants avant, on les laissait à jeun la nuit, enfin il y avait des trucs pas possibles. Hein. Donc il y a eu, et puis dans certaines cultures c'est encore un peu le cas des fois où on va proposer de l'eau ou voilà, donc c'est vraiment important de voir que l'écoute des bébés c'est vraiment très récent. Et que voilà, il y a plein de choses qui vont remonter quand le bébé est là, qui ne pouvaient pas apparaître avant. Donc en fait, c'est pas qu'on a mal travaillé ou qu'on n'a pas tout travaillé ou c'est juste que en fait c'est pas le sujet quand il est pas là le bébé. Et puis quand le bébé arrive, là tout d'un coup on se retrouve en face on est au pied du mur et là il faut avancer quoi. Il faut avancer et encore une fois, comme tu dis, des fois on a l'impression que des fois je pose souvent la question aux mamans, est-ce que tu es une maman solo? Et les gens se disent non, mon mari est là, mon compagnon, ma compagne, etc. Ou ma mère est là. Ouais, mais comment tu fais toi dans les moments où tu as besoin d'un relais en fait? Parce que c'est pas le fait d'être accompagné, il faut être accompagné dans les moments où on est en état
de seuil, de point de rupture en fait. C'est là où on se sent vraiment accompagné. Parce que sinon, on est solo pour moi. Quand on peut pas gérer ce genre de situation, c'est que là, il y a une défaillance. Et si je reprends les mots, enfin les pourcentages de stop bébé secoué, c'est 70% des hommes. Hein. Donc ça veut dire qu'aussi, on peut être aussi dans cette information aussi pour le compagnon qui n'a pas toujours les codes aussi pour gérer les pleurs du bébé. Quand nous, 70% des hommes qui secouent les bébés. oui. Ouais. Et 20% des assistantes maternelles. Et dans le début, je disais, si ça se trouve, il y a aussi des babysitters parce que dans le reportage que j'avais vu sur France 3 et qui est donc le lien est sur le compte donc de Stop Bébé Secoué, c'est une maman qui parle des lésions qui ont été faites dans le cerveau de son enfant. C'est la babysitter qui l'a appelée. Ouais, je me souviens. Ouais, je l'ai voilà, vu. tu vois, oui, je te l'avais dit. Et du coup, attention, bémol, je stigmatise pas toutes les babysitters, mais des fois, quand on est étudiant, moi j'ai été étudiante, j'avais pas les codes non plus. Donc, je veux dire, on peut pas tout contrôler non plus. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de diffuser cette information. Et par rapport aux fleurs, c'est la fleur cherry plum quand on est en deçà de notre capacité de mentaliser l'action dans laquelle on se trouve. Et quand ça déconnecte au niveau de notre cerveau et que cette peur prend trop d'espace, la peur de vraiment de devenir dingue en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et même au début, tu vois, dès que le déclic. À un moment donné, il y a un déclic qui se fait et il n'y a plus de contrôle en fait. C'est ça. Et du coup, ce serait à ce moment-là qu'il faudrait vraiment pouvoir poser le bébé. Ce qu'ils disent, hein, c'est poser le bébé, aller respirer. Tu prends ta fleur de bac et tu reviens une fois que tu as bien respiré. En fait, mais je dirais presque même encore avant, parce qu'il y a des moments, tu sais, il y en a la journée, on se réveille et on sait dans quel état on est. Ça dépend de ce qu'on a vécu avec les deux autres qui sont là déjà, qui ont 6 ans et 3 ans et demi. Si notre mec, on s'est engueulé la veille avec lui, ou si avec notre boss, c'est compliqué parce que il faut tirer le lait et aller dans les chiottes pour, tu vois, pour récupérer son lait, pour aller vite le filer. Enfin, je veux dire, il y a des situations qui sont tellement des fois ubuesques et abracadabrantesques que nerveusement, on sait, nous, les parents, alors papa ou maman, dans quel état on arrive près du bébé, en fait. Donc, on sait si on est épuisé. Bon, j'ai sorti les fleurs olives, tu vois, la fatigue physique, mais psychique aussi. Si tu es hawk aussi, où tu justement t'assumes trop de choses et que tu outrepasses aussi le moment où tu prends du temps pour toi et trop de charge mentale. Et oui, et puis te reposer à temps avant que justement tu t'effondres. Si tu es trop en prise avec tes pensées aussi et que tu n'es pas du tout à ce que tu fais et que ta préoccupation c'est par exemple je sais pas moi, ton engueulade avec ton mec, ton bébé d'un seul coup, il te prend la tête et ça t'emmerde en fait qu'il soit là. T'es plus présent à toi-même, t'es plus dans tes pensées avec ce que tu es en train de gérer avec ton mec que la demande et les besoins physiologiques de ton enfant en fait. Tu vois comment ça switch les émotions. Ouais, c'est sûr. Et plus on comprend comment on fonctionne dans ces moments difficiles, plus on va pouvoir désamorcer à temps. Exactement. Exactement. Et le point vraiment important qui est revenu plusieurs fois quand tu as sorti les fleurs, c'est vraiment la fatigue. En fait, la fatigue, c'est à mon avis, c'est le facteur clé pour dégoupiller la fatigue. Plus on se met les nerfs à vif, plus on va être susceptible de plus pouvoir résister. Avec un bébé, le plus important, c'est dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger. Voilà. C'est en fait les premiers mois, il faut vraiment accepter que c'est des mois où le bébé dort, il faut dormir. Le bébé dort, il faut dormir. Il faut que la maman, si elle a 40 000 trucs à faire, déjà elle aura moins de lait, le bébé il va s'énerver, ça va être compliqué et ça va être un cercle vicieux qui va vraiment énerver tout le monde, mettre tout le monde en tension. Et s'il y a des grands, ça va encore s'amplifier avec les grands. Alors que si la maman elle est reposée et que même si c'est le bordel dans la maison, elle peut quand même gérer les petits. Le plus important, c'est le temps qu'on prend avec les enfants.
Le reste, ça va se faire petit à petit. Mais c'est vrai que c'est pas possible dans les premiers moments du postpartum de se surcharger le cerveau avec des préoccupations qui sont trop lourdes et trop difficiles. Alors ça, tu vois, on parle là d'un monde idéal où justement le compagnon, puisqu'on parle des 70% d'hommes, c'est pareil, c'est pas pour les stigmatiser, mais des fois ils n'ont pas les codes non plus, hein. Donc ils ont beau faire ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'ils peuvent faire, ils ont aussi leur charge mentale. Mais enfin, c'est super important de savoir que 70% des hommes qui pètent un boulon et qui vont être susceptibles parce que l'homme, en fait, il est hypersensible au niveau de l'oreille. Donc c'est normal aussi que ça irrite plus, pas parce que nous on n'a pas les oreilles qu'il faut, hein, parce qu'on a les oreilles. Mais je veux dire, si tu veux, en termes de physiologie et de fonction primaire animale, l'homme il est censé écouter les bruits au loin pour surveiller le territoire. Préparer le danger, oui, exactement. Voilà. Donc s'il y a un parasite, c'est un bruit parasite, un bébé qui pleure, ça fait vraiment bruit parasite. Au bout d'un moment, ça va le saturer et il va être en situation de danger comme s'il pouvait pas entendre le prédateur arriver. Et puis donc, ça rend fou. Ça rend fou, Elisa. Un bébé qui pleure avec des cris stridents, qui a mal aux dents ou qui fait, tu vois, qui a des douleurs abdominales, intestinales, et je veux dire qu'il peut pas s'exprimer autrement qu'à travers des cris qui sont extrêmement aigus. Ça rend dingue en fait. Et nous, je pense que les mamans, on a ce lien qui fait que on a un seuil de tolérance qui est beaucoup plus élargi parce qu'on décode aussi plus facilement les pleurs du j'ai un peu chaud ou voilà, je suis pas très à l'aise, avec un vrai danger aussi qui nous met en alerte en disant oh là il pleure pas comme d'habitude. Je dis pas que le papa sait pas le faire, hein, c'est pas mes propos. Mais je suis pas tout à fait certaine qu'on ait les mêmes décodeurs internes en fait. Ah, pas du tout. Et c'est vrai que quand un bébé te fait vriller les tympans, parce que c'est vraiment ça, ça va être aussi important de prendre le relais chacun son tour et d'être à deux à écouter. Moi, je vois bien en séance d'ostéo, des fois ils me remontrent les bébés ce qu'ils font à la maison. Et du coup, ils rentrent dans une crise pas possible pour me montrer là où ils vont. Et là, moi, ça me permet aussi de rassurer les parents en disant, bah regardez, là il fait ça parce qu'il a besoin de ça et on va lui donner ça. Et regardez, après, il peut se calmer comme ça. Et on va accompagner les parents pour qu'ils puissent rentrer dans une vision de leur enfant qui va être plutôt de l'accueil du pleur que j'ai besoin que ça stoppe en fait, parce que finalement le secouer c'est le faire arrêter. Et donc l'accueil des pleurs et le décodage avec des outils aussi, ou en tout cas des outils de capacité de réponse aux besoins du bébé, même s'ils sont pas ostéopathes, tu leur donnes des vrais trucs. Oui, c'est-à-dire que ça va permettre par exemple, un bébé, déjà, tu lui dis, ben, vas-y, raconte-moi ton histoire, qu'est-ce qui est difficile pour toi, vas-y, pleure. Ben, la moitié, il s'arrête. déjà, c'est un petit tips à donner à tous les parents. Bah ouais. Quand votre ou alors moi par exemple des fois je vais leur dire bah, si tu veux je vais pleurer avec toi. Et donc je me moque pas, hein, je fais pas des larmes de crocodile, je fais mine de pleurer avec lui. Et ben en fait il se sent reconnu. C'est comme si on allait le chercher là où il était dans son chagrin. Et petit à petit, on le ramène vers quelque chose d'un peu plus verbalisé, est-ce que je peux te faire un câlin, est-ce que ça va t'aider, même s'il est tout petit, même si on a l'impression qu'il comprend pas, le fait de lui dire je suis là, on est en sécurité, parce que les bébés ils vont exprimer aussi des choses qu'ils ont vécues de l'ordre de la terreur ou de la douleur. Soit pendant la grossesse, toute la période de la grossesse où ils n'ont pas pu s'exprimer et surtout pas être entendus ou pas avoir l'impression d'être entendus. Et aussi toute la période de l'accouchement où là ils ont pu vivre des choses
il y en a qui ont eu peur pour leur maman. Bien sûr. Il y en a qui ont eu peur pour leur propre vie. Il y en a qui n'ont pas compris pourquoi ils étaient obligés de sortir. Il y en a qui sont en colère d'avoir une césarienne. C'est ce que j'allais dire. Ça Ça dépend comment ils sont sortis. Mais oui, aussi, c'est hein. ça. Il y en a qui ont et puis ça dépend ce qu'on leur a dit aussi à l'arrivée, parce que un bébé à qui on fait un forceps, même des fois très difficile, qui peut avoir des petites marques ou un petit cocard, ou à qui on dit mon petit bonhomme, je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement, on était un peu pressé, il a fallu te sortir. Et moi j'ai vu un gynécologue une fois dire ça à un bébé. Quand j'ai eu le bébé 3 semaines après sur ma table d'ostéo, j'y croyais pas tellement. Tous les tissus étaient détendus. Et si j'avais pas vu la tête du bébé à la sortie, je n'aurais pas cru la maman qui m'avait dit il était tout déformé, il avait ci, il avait ça. J'aurais dit non, mais la maman elle exagère. Mais pas du tout. En fait, le vécu du traumatisme va être complètement différent. De la même façon, si le parent, parce que pour tous les parents qui nous écoutent et qui se disent mon Dieu, moi j'ai pété un boulon avec mon bébé, ou je lui ai dit des trucs horribles, voilà, bon bah, en fait, la perte de contrôle, elle est naturelle, enfin elle est humaine, on va dire. Elle est humaine, exactement. C'est ok si vous perdez le contrôle, si vous criez, si ça vous arrive pleurez, allez-y, lâchez. Par contre, ça doit pas être un mode de fonctionnement tout à fait habituel. Là, c'est un cri d'alarme, c'est-à-dire que dès que ça nous arrive, je dis pas il faut consulter, mais en tout cas il faut libérer, il faut en parler. Non mais voilà, après je veux pas alarmer en disant allez voir votre psy, mais non, mais il faut en parler, quoi. Mais il faut demander de l'aide. Alors ça. quand je dis consulter, ça peut être en parler à une copine, ça peut être faire venir quelqu'un chez soi. Exactement. Ça peut être des fois on n'ose pas dire tu veux pas me garder le bébé, puis moi je vais dormir un petit peu, je vais faire la sieste. Ben si, en fait, faites ça. Si vous avez une copine qui vient vous voir et que vous êtes en postpartum, vous pouvez aussi demander qu'elle vous fasse une lessive. Bien sûr que c'est facile à faire et que ça peut se faire et que on peut s'organiser. Mais je veux dire, on peut aussi s'autoriser à demander de l'aide et à se dire que ça fait pas de nous des êtres incompétents, des mauvaises mères, des gens pas suffisants. C'est juste que on a un relais qui peut être faible au niveau familial. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont dispatchées et quand on a personne qui peut nous aider, il va falloir pas hésiter à ne pas accepter l'aide des autres, en fait. Hein, je me souviens d'une maman qui, quand je l'avais appelée, en fait, le bébé, elle avait eu un premier bébé qui était décédé de mort subite à 6 mois. Et en fait, pour le deuxième, j'avais eu la chance d'être là le jour de l'accouchement, de la naissance. Donc, je l'avais accompagnée. L'accouchement s'était super bien passé. Elle avait accouché très vite. On avait failli le faire dans la voiture. Hein. Je pense que s'il y avait eu un radar flashé, on m'aurait vu en train de me pencher en avant et d'aller checker le col de l'utérus. Et en fait, elle a dû arriver à faire sortir son bébé en, je sais pas, 10 minutes en salle d'accouchement. Et en fait, le bébé, je me souviens, il avait la tête dehors et il avait encore les poumons tout compressés. Et en fait, vu les antécédents, tout le monde, enfin moi en l'occurrence, qui était sage-femme et à qui on a laissé la possibilité d'accompagner le bébé jusqu'au bout, je me disais, j'ai besoin que ce bébé il pleure et de le voir vivant et en fait, il avait encore les poumons dedans. Je sais pas comment il a réussi, mais il pleurait déjà. Il avait juste la tête dehors. Oui. Et donc là, j'ai fait ouf, c'est bon, il va bien, il est bien. Parce que le cri, c'est la vie. D'accord? Mais sauf que moi, à l'époque, j'ai pas eu l'idée de lui dire après à la sortie, tout va bien, c'est pas ton histoire. Toi, tu as le droit de pouvoir rester tranquille, de pas. Et en fait, comme tout le monde était un peu dans l'état dans lequel j'étais moi aussi, parce que tout le monde avait peur que ça se reproduise, eh bien, ce bébé n'a pas arrêté de pleurer non-stop pendant les 5 premiers mois.
Et plus ça avançait vers les 6 mois du décès du premier, plus le bébé pleurait. Et en fait, pour la maman, ça montait crescendo aussi au niveau du stress. Et donc, c'était une spirale dans laquelle ils étaient dans un état intense de tension. Et d'incompréhension, parce que quand tu n'as pas le retour de la globalité, parce qu'un bébé qui pleure, il pleure pas au hasard en fait, il a quelque chose à dire. Mais là, il dormait presque pas et la maman était épuisée. Et en fait, quand je l'ai eu au téléphone à un moment donné pour prendre des nouvelles, parce que je sentais bien que c'était compliqué, elle m'a dit, ben tu vois, des fois quand je passe au-dessus des escaliers, je me dis qu'il pourrait s'arrêter. Et en fait, là, j'ai compris qu'elle parlait de laisser tomber son bébé dans les escaliers pour arrêter les pleurs. Ça s'arrête. Donc là, bien évidemment, je lui ai expliqué que c'était pas du tout quelque chose d'intentionnel. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en train de me dire je veux faire mourir mon bébé. Elle était en train de me dire je suis tellement terrorisée qu'il lui arrive quelque chose que si finalement je mettais fin à ces jours, ben ça arrêterait ce stress énorme et puis la peur de mal faire aussi pour son enfant, de croire qu'on peut être pas dans la sécurité, ou s'il pleure c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, ou donc là en fait elle avait besoin de se faire accompagner. Donc là j'ai organisé, c'était soit je l'accompagnais dans les services spécialisés pour les mamans qui pètent un boulon, soit j'organisais la garde. Donc là j'ai organisé 15 jours de garde avec des gens qui étaient autour d'elle, donc sa mère, une amie de sa mère, tout ça. Et pendant les 15 après-midi qui ont suivi, j'ai prescrit la sieste obligatoire. Donc la personne qui gardait le bébé, bah, comme elle n'était pas stressée, elle, bah, le bébé dormait dans les bras. Et là, soi-disant, elle n'était pas fatiguée, elle a dormi 5 heures la première sieste. 5 heures non-stop. Donc ça veut dire qu'elle était littéralement épuisée. Donc c'est vraiment capital de pouvoir se dire ok, j'accepte de l'aide. Et alors d'où l'importance. Alors là tu fais référence à voilà, un bébé mort à la naissance. Donc c'est important aussi pour les futurs parents qui ont des fausses couches ou des deuils. Tout ce qui est autour du périnatal, voilà, parce qu'à un moment donné, ça se cristallise et ça se répète en fait à travers le bébé. Et lui, il sait exactement ce qui s'est passé avant lui, donc il est en train de parler de cette histoire qui n'est pas réparée. Donc c'est important de se faire suivre avant, pendant et après, parce que voilà. Et les bébés aussi, ils ont des histoires. Moi, à chaque fois qu'on m'appelle et qu'on me dit vous avez des fleurs de bac pour des bébés mon bébé pleure tout le temps, mais je demande toujours comment s'est passé sa gestation et sa naissance. Et puis pour la maman, sa propre grossesse et son accouchement. Parce qu'il y a 2 histoires qui se jouent et tout ça, bah, si c'est pas dans la liberté totale, bah, c'est compliqué parce que ça se perpétue. Puis après, toi, tu le vois dans les tissus. Donc, bah, tu le vois, tu le sens. Je sais pas. Mais voilà. Donc ça, c'est vachement important. Et tout ça, ça participe aussi à la fatigue. Mais accepter de l'aide, c'est quoi la fleur de accepter de l'aide? Tu dirais alors, quoi? Je sais pas si c'est ça peut être plein de choses. Ça peut être parce que je me sens coupable aussi d'aller demander aussi aux autres de l'aide parce que je devrais, je suis, tu vois, je suis pas assez, donc ça c'est pas acceptable non plus. Et puis ça peut être aussi une forme de perfectionnisme aussi, tu vois, de vouloir être un exemple. Un exemple, je ne sais pas pourquoi, parce que finalement, bonne mère, c'est la mère parfaite. Hein. Tu vois, on veut les mamans, elles en font des caisses parce qu'elles ont l'impression que sinon on va mal les considérer, on va les juger. Et du coup, c'est hyper difficile parce que du coup, on en est amené à faire des choses complètement bizarroïdes, alors que c'est pas du tout ce qu'on voudrait. Genre, il y a des mamans qui vont finir par arrêter l'allaitement parce qu'elles pensent que c'est le mieux pour leur bébé, alors que en fait, on n'a aucune enfin, c'est jamais la bonne solution d'arrêter l'allaitement pour quand un bébé a mal au bide ou quand un bébé il a des reflux ou genre il faut bien être au clair avec ça. C'est jamais la solution. Et des fois on en vient à se dire
ben comme moi j'y arrive pas, peut-être qu'avec du lait artificiel, il va y arriver mieux. Mais non, en fait, ça va perturber ses capacités d'intégration, de son immunité, son tube digestif, ses allergies. Genre, c'est clair qu'il sera mieux avec le lait de maman. C'est certain. Ou alors, donc, cette fleur-ci, c'est Rockwater, c'est de l'eau de roche. Mais bon, après, c'est toujours difficile de calquer des fleurs aussi brièvement sur des situations. Ouais. Mais bon, ça donne quand même des intentions. Voilà. Après, moi, je vous conseille vraiment voilà, de consulter un conseiller agréé fleurs de bac si vous avez besoin, parce que là, évidemment, on parle de fleurs. Mais je parle aussi de l'accompagnement aussi sur voilà, sur les empreintes d'accouchement ou de naissance ou de sa propre histoire. Hein. Comme on disait tout au début, tout ça, ça a du sens aussi. Et les enfants, ils sont là aussi pour nous éveiller sur nos troubles aussi, qui sont pas toujours très au clair finalement. Voilà, et dès quand il y a des histoires, ça se répète juste pour qu'on s'en libère. Donc, des fois, nos enfants aussi viennent au monde aussi pour nous parler de notre propre histoire. Donc, c'est pas toujours très agréable à entendre, mais c'est pourtant une des réalités. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est En comme tout ça. cas, qu'est-ce que tu conseillerais aussi toi pour les papas, enfin pour quand on voit, je suis une maman par exemple, elle voit que son homme il est hypersensible et que elle a peur qu'il perde le contrôle. Qu'est-ce qui Moi, je serais déjà d'avis d'arrêter de culpabiliser, peut-être de se reconnaître en disant dans son incapacité à pouvoir le faire, tout simplement. Tu vois, bon, par exemple, Pine, ça peut aussi aller vers le papa, hein, le compagnon, et qui dit, moi, je suis, enfin, j'y arrive pas en fait, et je m'en veux de pas pouvoir. Je peux pas gérer il faut que les papas ils apprennent à dire je peux pas gérer les pleurs du bébé. Voilà, ils arrivent à le dire. Et puis peut-être même faire carrément un code entre le couple pour dire bon bah voilà, et on se fait un code, je sais pas, ça peut être une alarme de téléphone, n'importe quoi, mais de dire au secours avant que ça aille trop loin. Alors évidemment, si on parlait de rescue, si tant est que l'homme accepte aussi de prendre, tu vois, 4 gouttes de fleurs de bac de rescue, mettre un petit peu de spray dessus directement. Ouais, alors t'as plein d'hommes qui fonctionnent pas comme ça. Vos hommes de rescue. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un peu compliqué. Il y en a qui vont dire, bon, moi, je préfère aller faire un footing ou, tu vois, bon, qu'ils aillent le faire, tu vois, à la limite. Mais à ce moment-là, peut-être trouver un plan B, du coup, si c'est pas toi qui peux faire le relais, que moi, je suis vraiment épuisée. En tout cas, je pense qu'il faut, enfin, je dis il faut, c'est vraiment facile, mais s'il peut y établir une conversation autour de, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de penser à ça? Est-ce que c'est déjà arrivé de te dire que bon bah t'es sur le bord de craquer, que tu as eu des pensées qui sont hyper malveillantes, alors que tu n'avais pas l'intention forcément de le faire, mais que tu sentais dans ces moments-là que c'était un seuil d'incapacité à pouvoir gérer la situation et que tu m'en as pas parlé ou qu'on n'a pas discuté dessus, ce serait bien de pouvoir le faire avant d'anticiper sur un potentiel, tu vois, passage à l'acte. Ouais. Et même en parler aux assistantes maternelles ou aux nounous, toutes les personnes qui s'occupent de nos enfants. Ouais. Alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas forcément un baromètre émotionnel avant de venir à la maison, dans quel état vous vous sentez. Mais je veux dire, à la limite, il vaut mieux tout annuler et de ne pas prendre quelqu'un qui n'est pas en capacité de s'occuper de nos enfants, plutôt que de passer sur un enfant qui va devenir handicapé à vie ou qui peut carrément mourir. Voilà. Ouais, c'est ça. Disons que s'il y a tellement de séquelles et c'est tellement irréversible pour les enfants que il faut apprendre à accompagner ça en fait. Et tout à l'heure je disais peut-être apprendre à faire à deux aussi avant de faire tout seul. Exactement. Ne pas hésiter à rester au contact du papa et puis peut-être à le laisser faire et à l'observer sans intervenir. Souvent, les mamans, ce qu'on fait, nous, des fois, on va tout de suite chercher le bébé et on le laisse pas gérer. Donc, en fait, si d'un coup, d'un seul, il est mis en face de un bébé qui est pas bien, ça va tout de suite prendre des proportions dramatiques. Alors que si vous arrivez à prendre sur vous et lui dire c'est ok, tu peux gérer, puis l'observer et rester à côté. Comme ça le rassure aussi, mais sans être dans le jugement, parce que c'est vraiment, des fois, on a envie
des fois on le sait ce qui va l'aider, mais en fait il vaut mieux laisser son homme trouver la solution par ses propres moyens. Ça va le réassurer sur ok, je suis capable de l'aider, et du coup quand il sera seul avec l'enfant, peut-être qu'il arrivera à trouver des ressources de ce type-là pour pouvoir pas switcher sur une réponse violente. Ça va vraiment encourager le papa à trouver une place beaucoup plus simple et naturelle en fait. Et puis de se libérer de la honte, justement de pas pouvoir aider en fait, tout simplement. Ouais. Alors c'est comme tu dis, il faut pas que ce soit non plus un mode de communication, d'être systématiquement dans le non. Alors là pour le coup, il faut consulter parce que si on se sent tout le temps incapable, c'est que il y a quelque chose qui fonctionne pas en fait. Ouais. Voilà. Il faut trouver de l'aide. En tout cas, pour tous les papas ou les mamans qui ont l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, moi je dirais clairement qu'il faut que c'est quand même important de consulter. C'est-à-dire que ne restez pas dans des situations où c'est difficile. Alors si c'est vrai que ce qu'on dit pas, c'est quand même que les séances d'ostéo ou les séances de prise en charge, ça peut être aussi onéreux, mais il faut savoir que il y a des endroits où, notamment en PMI, vous avez des professionnels de santé qui peuvent vous aider et où c'est tout à fait accessible. Donc voilà, vous pouvez arriver à vous faire aider, à vous accompagner. Il y a aussi à Lyon, il y avait pendant toute une période la maison verte. Les maisons vertes, je sais pas si tu vois ce que c'est. Aussi, je sais très bien parce que j'y suis allée. Ben moi, j'ai été maman solo pour mon premier enfant et justement le père de mon fils, on se rencontrait. C'est lui qui m'avait donné cette idée-là et on s'est retrouvés 4-5 fois à la maison verte. C'était Françoise Dolto qui avait fait ces endroits hors du temps où on avait justement des professionnels de santé qui nous accompagnaient sur des fois des modes de communication qui ne communiquaient plus parce que justement plus en couple ou en désaccord ou voilà. Et du coup de se retrouver dans ces lieux neutres à peu près mais quand même encadrés, tout bien organisé pour les enfants, les petits, hein. C'est vachement chouette parce que du coup ça donne une respiration. C'est pas dans un café, c'est pas dans un parc. C'est un endroit qui est vraiment très sécurisé psychologiquement, émotionnellement. Et aussi, ça peut donner des clés aussi. Exactement. Parce que là encore, on n'est pas seul avec son enfant. Complètement. On a une supervision, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui va beaucoup rassurer et permettre de faire des ponts entre ah oui, tiens, là, j'ai raté le coche. J'ai pas dit non. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec un petit et qui faisait des crises. Et avec la maman, on cherchait la solution et je lui dis mais tu sais comment on pourrait faire pour que tu fasses plus les crises parce que tu vois c'est difficile pour toi. Après t'es fatigué, t'es pas bien, t'as pleuré, puis t'aimes pas trop. Alors et puis ta maman, elle, regarde, tu vois dans quel état ça la met, c'est compliqué. Donc comment on pourrait faire? Et là il nous avait regardé toutes les deux, on était restés scotchés et il avait dit il faudrait me dire non avant. Chouchou. C'est trop beau. C'est trop. Non mais la lucidité des enfants, tu te dis, c'est incroyable quoi. C'est trop et bien. donc, et c'est tout à fait ça. Je pense que effectivement, il faut apprendre à poser le cadre. Dolto encore, elle disait la douce fermeté. Donc posons le cadre avant, parce que pour pas vriller, souvent le problème c'est qu'on laisse. Puis on dit attention, mais s'il n'y a pas de réaction, c'est à nous de poser le cadre. Hein. C'est pas aux enfants d'écouter mieux. C'est juste que si l'enfant n'écoute pas, c'est qu'on n'a pas donné la bonne. Mais du coup, quand tu dis ça, Cherry Plum, c'est ça, tu sais, c'est vraiment la cocotte minute qui monte. Et le truc, c'est qu'on n'écoute pas, on n'écoute pas non plus nos propres émotions. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas aller voir notre enfant et lui répondre ou être à proximité tant que nous, on n'est pas dans la sécurité de notre propre émotionnel. Et là, Cherry Plum, on parle de la peur de devenir fou, en fait, la peur de manquer de contrôle. Donc, tant qu'on est dans cette peur-là, on n'est pas en capacité d'être avec l'autre. On est un danger public pour l'autre, mais pour soi-même aussi. Donc, peut-être qu'il vaut mieux à ce moment-là prendre une grande respiration
prendre un verre d'eau, mais n'importe quoi. Fermer les yeux, même si c'est pas le moment de fermer les yeux. Mais je veux dire, bon, sauf évidemment si l'enfant est en danger dans la rue, hein. Non, Mais faut le mettre en sécurité. mais je veux dire, il vaut mieux se mettre aussi soi en sécurité pour pas atteindre à la Oui. vie d'autrui. Donc, écouter son propre émotionnel, ne pas faire déborder cette goutte d'eau. Et il vaut mieux laisser l'enfant piquer cette colère dans ce supermarché ou dans la chambre à coucher, etc. Sauf s'il est en danger, évidemment, que soi-même attenter à ses jours ou avoir des gestes qui dérapent, en fait. Alors, pour les parents, moi, je conseille souvent 2 livres qui sont vraiment très intéressants Oui. Et qui sont abordables. C'est-à-dire que c'est facile et on a besoin de communication facile, hein, qui sont basées sur notamment la communication bienveillante et non violente. Il y a le livre d'Isabelle Filosa. Oui. Il y en a écrit plein, hein, lequel? Ouais, mais justement, j'allais venir. J'ai tout essayé. Ok. Oui, celui-là, il est vraiment, c'est des petites scénettes. Et c'est vrai que c'est assez stupéfiant de voir qu'est-ce que tu dis de manière réactive, instinctive, et qu'est-ce que normalement il faudrait dire pour verbaliser à l'enfant pour qu'il ça l'aide à se structurer et à pouvoir trouver sa propre sécurité intérieure. Et ben, je veux dire, tu le laisses dans un coin et tu le feuillettes de temps en temps, tu l'ouvres à une page, tu as toujours la réponse instinctive. Je veux dire, moi, je sais que c'est bien de se le répéter régulièrement. Bien. Super. Parce qu'en fait, ta réponse instinctive, elle est forcément à côté de la plaque, j'ai envie de dire. Ouais. Ça s'apprend, la communication non violente. Et du coup, il y a un deuxième livre aussi qui est bien, c'est celui de Catherine Kremer, poser ses limites autrement. Hein, c'est Catherine Dumonteil-Kremer. Elle a fait aussi un petit fascicule qui sort régulièrement, un petit magazine qui sort et qui s'appelle Peps. C'est je sais pas si tu connais. Non. C'est le magazine de la parentalité positive. Peps. Peps. Ouais, P-E-P-S. Ok, je vais regarder. Il me semble que ça dit quelque chose, mais je suis pas sûre. Ok. Catherine Dumonteil-Kremer. Elle est super parce qu'elle donne beaucoup de conseils pratiques. Et elle a fait toute une ribambelle de livres sur grandir autrement, élever son enfant autrement. Mais le poser ses limites autrement, il est bien parce qu'il donne le cadre. Et c'est pas parce qu'on est en communication non violente qu'il faut pas donner le cadre. Il faut pas oublier que le cadre, c'est la sécurité. Mais souvent, on confond le cadre avec une autorité abusive. Et ça n'a rien à voir, en fait. Voilà, ça n'a rien à voir. On confond l'écoute de l'enfant avec l'enfant roi ou pas de limite. Je veux dire, trop de limites ou pas de limites, c'est pareil. C'est aussi destructeur pour l'enfant. Il faut un cadre sécurisant qui va lui donner assez de liberté pour trouver qui il est et se connaître lui-même et à la fois grandir et pouvoir faire des expériences, mais en restant dans une sécurité qui va être la prévention de base pour lui, quoi, en fait. Bien sûr, mais comme tu le dis, comme ces petits enfants vous disaient, me dire non avant. Ouais. C'est vachement enseignant, en fait. Et on a tous vécu ça dans l'éducation de nos enfants, où on a tous été témoins, si on n'a pas eu d'enfants, de la facilité et la fluidité avec laquelle les enfants s'adaptent au non. Mais quand c'est juste, tu vois, quand c'est posé avec fermeté mais bienveillante, en fait. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Non, mais en fait, quand c'est non, parce que toi, ça t'arrange pas, il écoute pas. Mais quand c'est non, parce que c'est un non adressé, j'ai envie de te dire, parce que c'est un non structurant, là, ça va passer. Tu sais, tu es au téléphone. Ton môme, il est à côté de toi depuis tout l'après-midi. Il a joué tout seul, il était bien avec toi. Tu as le téléphone sonne, tu n'es pas disponible et là, c'est le gros bordel dans ta vie, en fait. Et là, tu t'arrêtes et au lieu de l'envoyer péter pour rien, etc., tu lui expliques, en fait. Et l'enfant, il se calme tout de suite, il arrête. Il comprend que c'est pas le moment d'intervenir, etc.
Mais si tu commences à t'énerver et à être désagréable, etc., en fait, ça fonctionne pas parce que si tu as envie d'être juste tranquille, parce que tu as envie de raconter ta vie pendant 4 heures au téléphone, Ouais. l'enfant aussi sent que c'est pas juste. Tu vois, il y a juste une mesure entre les deux. Donc, on a tous vécu ces moments-là où on se dit, mais en fait, il vient nous m'embêter. Non, il vient pas m'embêter. Il vient me dire déjà qu'il a des besoins. Si ça dure trop longtemps au téléphone, Bah ouais, c'est ça. et ça dépend comment moi je vais accueillir sa demande et comment je vais me faire respecter aussi dans mes besoins. Voilà. Mais mes besoins, c'est pas 4 heures au téléphone non plus. Et ouais, Juste c'est ça. limite entre les deux, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions ou faire une petite remarque, je sais pas, comme on est en live, on en profite pour C'est vous ça. donner aussi la parole. Ouais. En tout Et cas, merci Elisa pour les 2 bouquins et puis sur le tips aussi d'ostéopathe, tu vois, d'accompagner le bébé en pleurant et tout bah ça, ouais, c'est c'est ça en vachement bien. fait. Bah tu sais, c'est comme toi quand t'es à bout et que t'en as gros, et ben t'as juste envie qu'on te t'ouvre les bras et qu'on te dise C'est bah clair. viens pleurer sur mon épaule et je vais te faire un câlin en fait. Et les petits des fois ils ont besoin juste de ça, hein, d'entendre que bah ok ils ont cet espace là, mais comme tu dis quand c'est tout le temps, c'est qu'il y a un problème en C'est fait. qu'il y a un problème, exactement. Voilà. Moi, je pense que les enfants ne font pas de caprices Oui, ça et, n'existe pas pour moi. c'est pas possible. Ça n'a aucun Et en sens. fait, tous les pleurs se décryptent et que c'est vraiment hyper important de pouvoir, si vous comprenez pas, faites-vous aider, faites-vous accompagner, Exactement. laissez quelqu'un d'autre vous montrer que bah si quand tu laisses ton bébé dans les bras de quelqu'un et que instantanément le bébé il dort, c'est pas que tu es une mauvaise maman. C'est juste que au contraire, tu as trop envie de bien faire et tu es tellement stressé de pas faire comme il faut que tu pollues ton enfant avec ton stress. Donc c'est pour ça que c'est important de déjà d'arrêter de culpabiliser. S'il vous plaît, les papas, les mamans, arrêtez de culpabiliser. Ça s'apprend à intégrer les besoins de l'enfant. Tout à fait. Et clairement, c'est pas si facile. C'est facile pour personne, même pour nous en tant que professionnels. Hein. Enfin, genre, au départ, moi j'étais traumatisée. Et puis c'est quelque chose qui revient souvent. Comment faire avec les pleurs du bébé dans un traitement ostéo, par exemple. Donc il n'y a pas que les parents. Hein. Il y a aussi tout le Bien monde sûr. environnant, ce que tu disais, les babysitters. Donc c'est vrai que euh, même à l'école, même à la crèche, c'est capital de pouvoir laisser enfin prévenir, faire de la prévention et accompagner au max pour sécuriser en fait. Voilà. Complètement. Mm, Et donner de l'espace à la parole, mm, mm, mm. c'est vraiment important. Bon, bah Ouais. écoute, alors il y a un, Merci Lucie pour ton petit retour. ouais, c'est super aussi. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Au-delà, qui Au-delà. dit passionnant avec un petit Ah ouais. smiley. Donc merci beaucoup, c'est très encourageant pour nous. C'est Et toujours un plaisir de ouais. passer ce moment avec toi, avec vous, Bah oui, moi c'est pareil, et de partager ces expériences c'est ça. pour pouvoir aider à aussi ben, justement mettre en mots des choses qui sont pas si simples et qu'il faut accompagner parce que comme tu dis 70% des papas qui sont qui perdent le contrôle et qui vont Beaucoup, secouer hein. les bébés, c'est beaucoup. Ouais. Donc on comprend pourquoi les mamans souvent elles disent non je vais faire, non je vais faire, non je vais faire. Et du coup, bah oui, c'est sûr que instinctivement, la prévention, elle va se faire aussi comme ça. C'est Mais ça. mais ça encourage la fatigue maternelle. Donc vraiment, il faut pas hésiter à accompagner d'une autre manière, peut-être en investissant autrement et en trouvant des solutions créatives en fait. C'est ça. Et puis voilà, se désacraliser la honte, hein, parce qu'il n'y a pas de Ouais. honte. Comme tu le dis, on n'a pas, même si on est parent, on n'a pas toujours les codes. Et on a les codes à chaque fois avec chacun de nos enfants dans la situation dans laquelle on évolue avec les autres enfants Et et avec le différemment. compagnon. Ce qui marche avec un enfant va pas marcher avec l'autre.
Non, et ça marche avec le compagnon des enfants, mais les compagnons aussi, il a évolué, et nous-mêmes en tant que femmes, on a évolué, donc et le contexte évolue aussi, et la société et tout le bordel qui va avec. Et quand je dis bordel, vous voyez ce que je veux dire, sans citer de nom. Bon bah voilà, on prend ce qui est aussi parce que c'est pas simple pour personne et on n'a pas toujours les codes. Donc quand on les a pas, ça veut pas dire que l'autre il les a pour nous. Mais le fait de libérer la parole et de libérer la culpabilité de ne pas savoir, ou etc., il n'y a pas de honte à dire j'ai l'impression de ne pas savoir faire, ou est-ce que si je fais ça, c'est déviant, ou c'est les repères. Ou de faire un check, hein, de dire, Exactement. tu vois là, j'ai l'impression que tu étais au bord de t'énerver. Est-ce que j'ai bien senti ou est-ce que non, ça va? Est-ce que, comme tu dis, de se faire un code et de se dire, ok, donc Lucie, elle dit en laissant les papas prendre leur place dès le début pour qu'ils s'habituent aux pleurs et aux situations difficiles. Bah ouais, je pense que tu as raison. C'est-à-dire que le fait de pouvoir vraiment les réconforter et sans dire qu'ils vont prendre une place de maman, parce que c'est pas du tout l'objet, mais le papa, il sécurise. Moi, je dirais même, plutôt que de péter un boulon, moi, je les fais chanter. Hein, puis peut-être on terminera là-dessus, mais la voix grave du papa, elle va vibrer le bassin du bébé. On sait que la peur, c'est dans le bassin. Et en fait, en faisant des sons graves, là, tu donnes au papa une fonction carrément de calmeur professionnel. C'est comme tu sais, ça me fait penser au tambour chamanique, tu sais, Ouais, avec des sons. Alors ouais. j'ai deux choses. J'aurais terminé par, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une vidéo qui repasse un peu sur les réseaux sociaux. C'est un papa qui est assis contre une porte avec un tout petit qui est en couche et qui fait une énorme colère. Et le papa le laisse et on voit le tout petit se mettre dans tous les sens sur ses cuisses et il repart dans un sens, etc. Il est trempé, hein, tu sais, le crâne Ouais. trempé de pleurs. Et à un moment donné, et le papa est complètement dans l'accompagnement, mais c'est presque Ouais. une danse, tu vois, entre deux. Ouais. C'est magnifique comme moment parce qu'on a souvent l'habitude de voir les mamans accompagner les bébés qui pleurent. Et là, franchement, c'est de toute grâce et de toute beauté. Et l'enfant est sécurisé par justement le calme olympien de cet homme. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on aurait déjà pété un câble en disant ça suffit, tu dégages, tu vois, tu vas pleurer ailleurs. Et lui, il reste impassible, mais dans une espèce de force incroyable. Et je voudrais dire, si tu veux qu'on termine, parce qu'on a encore quelques minutes, j'ai envie quand même d'engager les gens et de les inviter. Bon, je sais que je suis redondante, il y en a qui me suivent depuis le début, je répète un peu la même chose, mais moi, mes enfants, ils ont vu un ostéopathe dès la sortie de la maternité. Pétard, pour pas dire un autre mot, s'il y a des problèmes de chronicité de larmes, mais allez voir un ostéopathe pour votre bébé, Pétard, c'est la première chose à faire pour moi. Mais vraiment, hein, je fais pas de la pub pour toi, mais enfin merde quoi. Non mais c'est la base. Et puis c'est bien d'aller voir quelqu'un qui va être formé aussi avec les enfants. Parce que c'est vrai que il y a moi j'ai eu des retours où des praticiens faisaient des séances réduites, pas moins longues, dans le cosy, moins cher, voilà. En Non, fait, il faut savoir que pour traiter les enfants, c'est plus difficile. Donc, on doit les traiter à respect. plat sur la table ou dans les bras Exactement. de la maman ou au sein, mais absolument pas de le laisser dans le cosy ou dans des espèces de coussins incurvés. Non, non, on doit les laisser en liberté en 3D. Ils se déploient et ils ouvrent leurs ailes. C'est pas pour les remettre. Alors, on peut les remettre en boule s'ils ont besoin de faire un petit rebirth et de refaire leur naissance, mais ça doit pas être l'objet du travail. C'est vraiment les ouvrir au monde et les aider à prendre leur place. Et pour ça, c'est vrai que je peux pas dire autre chose que ça. Hein. Et même, je dirais presque pour la première année, je dirais à chaque étape de la croissance du bébé, Mais oui, c'est bien de faire un petit check. Donc, super important. à plat ventre, à 3 mois, assis, debout. Donc voilà, en gros, c'est tous les 3 4 mois, quoi. Et Pendant la première année. voilà, et pourtant j'ai accouché moi par voie basse les trois enfants, et on pourrait considérer que effectivement, si césarienne, si circulaire du cordon, si arrivée en siège, si ceci, si cela,
Ben non, en fait, tous les enfants doivent aller Ouais. voir un ostéopathe parce Oui, qu'on ne même sait si la pas comment naissance a les été autres. merveilleuse. Mais Parce oui, que, parce que la maman, elle peut avoir elle peut avoir un super vécu de l'accouchement. Et le bébé, lui, par contre, il peut avoir flippé à un moment donné ou on capté n'en une sait rien. émotion de l'équipe ou Exactement. lui avoir eu l'impression de pas être comme il faut, d'être coincé ou quoi. Et clairement, ben, ça va être important de pouvoir checker est-ce que tu as bien vécu ci ou ça. Et si on n'a pas pu accompagner parce qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas compris, eh ben on demande juste pardon à son enfant parce qu'en fait le pardon c'est magnifique. Les enfants ils sont tous gentils, ils pardonnent tout à leurs parents. C'est Mais vrai. il faut encore que les parents aient l'humilité de demander pardon. Voilà. Ouais. Et il y en a qui savent même pas qu'ils peuvent parler à leur bébé, hein. Ouais. Donc surtout, voilà, parce que là on parle un peu à des privilégiés qui que quoi qu'est-ce, mais c'est pas le cas de toutes les mamans et tous les Ouais. papas sur terre, hein. Faut pas croire que sous prétexte qu'on met des photos de postures de yoga, de méditation sur Instagram, que toutes les mamans parlent à leur bébé, hein. Bah ouais. Donc, bah voilà, informer aussi tous ceux qui n'ont pas ces informations-là et qui sont dans la nécessité vraiment d'être juste éveillés dans leur conscience, hein. C'est un peu le but de nos rencontres avec Elisa parce que Ouais. voilà, c'est pas notre quotidien Instagram, hein. La réalité du tous les jours, c'est pas Instagram, hein. C'est voilà, en tout cas, n'est pas forcément Instagrammable. Donc Ça. voilà, Bon, bah super. Eh ben, merci super. à vous pour votre écoute. Et Oui. puis, à la prochaine. À la prochaine, au mois prochain. Ouais, ça Bisous. marche. Merci à tous. Au revoir, Nathalie. Bonsoir. Merci. Merci à toi. Au revoir.